François Villeroy de Galhau qui va nous rejoindre, qui est le gouverneur de la Banque de France. Alors, il est gouverneur de la Banque de France depuis 2015. C'est important, pourquoi? Parce que la croissance française, elle va atteindre les 6,3% cette année. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Et elle pourrait atteindre les 3,7% cette croissance en 2022. Ça, c'est les prévisions que vous avez émises à la Banque de France. La réponse des pouvoirs publics face à la crise Covid a été efficace. On l'a vu notamment ici. Quel a été, dans cette situation absolument exceptionnelle quelque part, le rôle de la Banque de France et donc le vôtre, a fortiori en tant que gouverneur? D'abord, il y a une coordination exceptionnelle entre les diverses autorités économiques. Les gouvernements... C'est rare qu'on dise ça. Oui, mais il faut le reconnaître. Vous savez, d'ailleurs en France, souvent on parle de ce qui ne va pas. Ouais. L'esprit de BPI-France et de BIC, c'est aussi de parler de ce qui va bien et de ce qu'on réussit. Moi, j'aime beaucoup l'énergie qui est là. Donc, les gouvernements se sont occupés de l'arme budgétaire, c'est-à-dire, et puis de toute l'aide directe aux entreprises, aux particuliers à travers l'activité partielle. Et nous nous sommes occupés de l'arme monétaire, c'est ça qui revenait de nous. Donc ça a consisté à faire deux choses. D'abord, à mettre en place un pont de financement des masses de liquidités qui soient disponibles pour l'économie, à travers les banques ou directement via les marchés financiers. Et puis l'autre chose, c'est de vérifier que les banques, les compagnies d'assurance traversaient la crise de façon solide. Donc on leur a donné quelques souplesses qui étaient prévues pour ça, qu'on a libérées. Et je dois dire que tout ça a très bien marché parce que, je le racontais tout à l'heure, on a mis ça en place en quelques jours et on a évité ce qui se passe d'habitude dans une crise, c'est la panique financière et puis c'est le resserrement du robinet du crédit. Souvenez-vous, c'est même exactement le contraire qui s'est passé. Il y a eu plus de crédit à travers les PGE et moins cher. Mais alors, malgré tout, ce qu'on voit maintenant, en sortir de cette pandémie, c'est que il y a les emplois qui s'affichent, qui sont au vert, et pourtant il manque de bras, des offres d'emploi, des chefs d'entreprise restent sans réponse. On a l'impression que dans certains secteurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on explique ça? Oui, d'abord il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire le fait que la reprise soit très forte, que les clignotants soient au vert, comme vous dites, explique les difficultés d'approvisionnement, qui je pense sont temporaires, mais elles sont réelles, et puis les difficultés de recrutement qui, elles, malheureusement, sont un problème plus ancien. Souvenez-vous, avant la crise Covid, c'était déjà le frein numéro 1 au développement des entreprises. Et aujourd'hui, la moitié des entreprises que nous interrogeons nous disent qu'elles ont des difficultés de recrutement. Alors ça, c'est le problème français. Nous sommes à peu près le seul pays qui a à la fois un chômage élevé et des difficultés de recrutement. Et ça, il faut qu'on soigne ça. Je pense que c'est l'impératif numéro 1 des réformes, d'augmenter l'offre de travail disponible. Entre nous, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il faut additionner tous les outils qui sont dans la boîte. Il faut arrêter d'opposer les outils dans le débat. Vous voyez, il y a la formation et l'apprentissage. Il y a eu des progrès, mais on peut encore en faire. Il y a l'emploi des seniors, où on est très en dessous des autres pays. Il y a rendre le travail plus incitatif, c'est la question des salaires dans certains secteurs, c'est la question de l'indemnisation chômage qu'il faut peut-être rendre plus juste. Mais il faut additionner tous ces remèdes. Moi, si j'ai un message, y compris pour les dirigeants publics ou dans notre débat médiatique, c'est arrêtons d'opposer les instruments. Chacun va arriver avec son remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Il y a une combinaison d'actions dont on sait qu'elles sont efficaces. Vous parliez au début de la coopération des gouvernements et des banques centrales. Là, il faut, je crois, un grand pacte national, y compris avec les autorités publiques et les entreprises et les fédérations professionnelles. Ça doit se faire au niveau national ou au niveau européen, ça? Alors, ces sujets que je cite, là, la formation, l'emploi des seniors, le travail plus incitatif, c'est largement national. Il y a d'autres pays en Europe qui ont le même sujet, notamment les pays du sud de l'Europe. Les pays du Nord, l'Allemagne a aussi des difficultés de recrutement, mais eux, ils sont quasiment au plein emploi, donc ça s'explique mieux. Mais on ne peut pas garder, nous, la moitié des entreprises qui ne trouvent pas leur poste et 8% de chômage. Ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est largement des remèdes nationaux. Donc, c'est, à la limite, vraiment à portée de notre main. En juillet, vous avez annoncé le début d'une phase d'investigation de 2 ans pour la création d'une monnaie numérisée, comme vous l'avez appelée. Monnaie numérique de banque centrale. Voilà. L'euro numérique. L'euro numérique, voilà. Et c'est quoi? C'est alors qu'on voit en parallèle développer les paiements intelligents, cette monnaie programmable là. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est exactement et pourquoi vous l'avez fait? Alors, nous le faisons parce que la technologie évolue très vite. Je vais faire un peu d'histoire longue. Il y a 200 ans, quand la Banque de France a été créée, il y avait une grande innovation, c'est le billet de banque, papier. C'était une innovation à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, l'innovation, c'est les paiements digitaux, dématérialisés. Nous en faisons tous avec notre carte, avec notre mobile, etc.
Mais nous le faisons à travers de la monnaie de banque commerciale, c'est-à-dire à partir de notre compte courant et la carte de crédit que vous donne votre banque. Ce que nous voulons à travers la monnaie numérique, c'est regarder si on peut avoir aussi de la monnaie de banque centrale, c'est-à-dire le billet de banque, vous avez comme contrepartie directement la banque centrale. Est-ce que vous pourriez avoir l'équivalent du billet de banque, mais pas sous forme papier, sous forme dématérialisée, numérique? Les Suédois ont commencé à regarder, les Chinois sont en train de regarder. Donc c'est pas de la crypto-monnaie, c'est véritablement alors le là, billet. si vous me permettez de réagir, il n'y a pas de crypto-monnaie, parce qu'il y a des actifs privés, il y a le Bitcoin, il y a d'autres, c'est des actifs d'investissement assez spéculatif et risqué au passage, mais le Bitcoin, c'est pas du tout une monnaie. Regardez, sa valeur est totalement instable et si je vous proposais de vous payer en Bitcoin, il n'est pas sûr que vous seriez enthousiaste. Si je propose de vous payer en euros, que ce soit un billet ou un euro numérique, vous l'acceptez parce que vous avez confiance. Ça, c'est notre job, c'est d'inspirer confiance dans la monnaie. On va changer peut-être, c'est ça qu'on va tester, le support de cette monnaie. Avec l'euro numérique, on s'adapte, on est dans le rythme de l'innovation. Et donc on irait plutôt... Les autorités publiques, elles doivent réguler l'innovation, mais elles en sont acteurs aussi. Oui, parce que du coup, quand on va aller vers la monnaie numérisée, en fait, c'est aussi un gage de confiance parce qu'on va faire le billet de la Banque de France. Alors, c'est exactement un billet de la Banque. Alors, je trouve que c'est la Banque Centrale Européenne maintenant, avec la signature de Christine Lagarde, mais la Banque de France est partie prenante de ça. Vous avez confiance parce que vous avez en face de vous l'institution la plus solide, la plus crédible d'Europe et une des plus solides du monde. Il faut demain que vous ayez la même confiance avec l'euro numérique, simplement le support aura changé parce qu'on sait tous qu'on utilise moins les billets de banque. Ceci dit, j'en profite pour dire, les billets de banque, on va les garder parce que certains de nos concitoyens, les plus âgés ou les plus défavorisés, sont très attachés à l'usage des espèces. Et ça, on le procurera aussi. C'est à chacun de nous, c'est aux Français de choisir le support qu'ils préfèrent. Est-ce qu'ils préféreront le billet de banque, leur carte bancaire ou de l'euro numérique ? Ça, c'est la liberté de choix. Mais ce ne sera pas tiré sur notre compte en banque, ce sera de la monnaie comme on peut avoir des billets dans la poche. Attendez, les billets, c'est en général à partir de votre compte bancaire. Quand vous retirez des billets au distributeur, vous retirerez peut-être des euros numériques que vous chargerez sur une carte. Mais tout ça, c'est votre argent. Mais vous choisissez la forme que ça prend. Ah, c'est super intéressant. Donc c'est vraiment la nouvelle ère de la Banque de France. Vous avez boosté les choses là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on change. On a un lab. Oui, vous avez un lab de FinTech, c'est ça, de tech. Oui, et puis on a fait un énorme changement qui est notre engagement contre le réchauffement climatique. Là, la Banque de France a vraiment été pionnier. On a créé il y a 4 ans un réseau mondial qui a maintenant plus de 90 membres. Nous avons, avec la Banque Centrale Européenne, décidé de verdir la politique monétaire. L'Europe et la Banque de France, parce qu'on est pionnier en Europe, mais l'Europe est vraiment leader dans le monde de cette transition. Là aussi, il faut dire ce qu'on réussit. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. C'est une très belle aventure et je serais ravie qu'on puisse en reparler. Merci beaucoup. Merci, monsieur le gouverneur.